Là, on demande aux forces de l'ordre de mettre de l'ordre simplement. Donc ce qui arrive, c'était des malentendus entre eux. Et je pense que le ministère de la Sécurité a joué son rôle. La situation est maîtrisée aujourd'hui. Quand vous dites, monsieur le député, qu'il y a certains qui pensent qu'hier ils étaient forts et aujourd'hui ils ne le sont plus, vous pensez à qui? Moi, je pense à la FECI. Donc vous pensez que... À la FECI de Guillaume Soro. La FECI de Guillaume Soro, c'est nous autres. Vous parlez de nous étions dans la contradiction fondamentale. On se contredisait, mais jamais on est venu avec des armes sur la cité. C'est ceux qui pensent que la FECI, nouvelle version, c'est les armes blanches, les armes lourdes, les armes automatiques, qui pensaient, qui étaient les seuls et uniques maîtres de la cité, aujourd'hui qui retrouvent d'autres personnes en face d'eux. Mais comme ils n'ont plus ce même pouvoir, c'est la contradiction et ça dégénère souvent. Donc votre problème c'est que, comme c'est la FECI qui n'est pas proche de vous, vous devez les mater. Non, pas que la FECI n'est pas proche de nous. Moi, je fais partie de la toute première génération de la FECI. Mais c'est vous-même qui venez de dire que ce n'est pas la FECI de Guillaume Soro. De Guillaume Soro, oui. C'est quelle FECI alors? Oui, la FECI de l'avant-dernière version, là, de la crise. Oui, on était dans une crise, bon, il faut considérer tout ça à chacun. Mais écoute, il y a eu de mauvais comportements sur les cités où des étudiants étaient devenus milices, où des milices étaient logées sur la cité. Tout ça aujourd'hui, bon, écoute, ça laisse un mauvais souvenir. Donc ça les uns les autres, aujourd'hui dans la nouvelle phase de l'université. Je m'excuse de vous interrompre, mon député. Est-ce que ce n'est pas la peur que ces étudiants-là sont ceux qui sont proches du FPI qui fait que vous agissez comme ça? Non, mais on n'a jamais peur du FPI. Mais moi personnellement, je n'ai pas peur du FPI. Moi je cause avec les gens du FPI, j'ai plein d'amis du FPI. Je parle d'un comportement juvénile, un comportement sur la cité, qui n'a rien à voir avec le FPI. C'est à tort qu'on dit non, le FPI, non, mais ça c'est pas le FPI. Je parle de certains jeunes qui pensent qu'ils étaient forts hier, ils avaient encore le pouvoir hier, aujourd'hui, qui veulent encore les garder. Non. Dans l'injustice, les autres répliquent. Donc ces jeunes-là, ce sont quels jeunes? Je ne sais pas. Mais pourquoi Non, en disant qu'il y a quelques jeunes qui pensaient qu'ils étaient forts. Ce que je sais, vous devez savoir. L'université même est un monde de contradictions. Exactement, mais ces jeunes-là... Personne n'accepte le dictat de l'autre, parce que c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté d'expression. Et quand un individu en face de toi, étudiant comme toi, veut t'empêcher d'exprimer ce que tu as envie de dire, écoute, ça pousse à la révolte. D'accord. Donc ça les met dans une situation... Mais croyez-moi, ça c'est des choses qui sont maîtrisées. C'était des incendies, des petites étincelles qui ont vite été maîtrisées rapidement. Et que c'est pas ça la vie de l'université à Abidjan aujourd'hui. Donc ça change. Oh, c'était un malentendu qui a été vite réglé. Mais de l'autre côté... Le pays est quand même gouverné, non? Je sais pas. Voilà. Elle est gouvernée, votre pays? Le pays est gouverné. Elle est gouvernée. Bien sûr. Bon. La Côte d'Ivoire est gouvernée. Elle est gouvernée. Oui. Bon, maintenant l'autre question que je vais vous poser, je reviens sur les rapports entre Guillaume Soro et puis Alassane Dramane Ouattara. Mais pourquoi cette question-là vous préoccupe tant? Je me préoccupe parce que quand même, le chef de la rébellion, c'était Guillaume Soro. Il a labouré le terrain pour M. Ouattara. C'est vous qui le dites. Mais on le voit. M. Ouattara n'était pas le commandant des forces nouvelles, à moins que je me trompe. Non. C'est le président Ouattara et nous, les rapports qui existent entre... Nous, on était plus proches que le président Laurent Gbagbo que le président Ouattara. Puisqu'on travaillait plus avec le président Gbagbo que le président Ouattara. Guillaume Soro était premier ministre du président Gbagbo. Souvenez-vous que les gens m'ont dit à l'époque qu'il n'y a rien à faire. Soro va travailler pour Gbagbo. Il travaille pour Gbagbo. Gbagbo l'a acheté. Ça veut dire qu'on était proches. Ça veut dire qu'on travaillait ensemble. Quand je dis proche, ça ne veut pas dire que, écoute, c'est un rapprochement au niveau du travail. Oui, je vous entends. Parce qu'il y avait un objectif à atteindre, c'était d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais d'autres disent que l'objectif, c'était que Guillaume, c'était le verre qu'on avait mis dans le fruit pour rouler Gbagbo dans la farine. Ce n'était pas l'inverse. Non. Il a endormi Gbagbo pour que Ouattara vienne. Mais est-ce que vous-même, quand vous avez observé les faits à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est-ce que Guillaume Soro a roulé Laurent Gbagbo? Il est allé avec les règles qui ont organisé les élections, que toutes les parties ont accepté. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, le président Alassane Ouattara et tous les autres leaders politiques étaient tous d'accord qu'il fallait partir aux élections. Alors, le président Guillaume Soro n'était même pas le président de la CEI.
Souvenez-vous que lui, il était le Premier ministre. Oui. Et il y avait un président de la CEI qu'on appelait Issou Bakayoko qui était du PDCI, qui lui est issu du PDCI. Alors, donc, dans ces conditions, il n'avait pas une même mise sur les organisateurs des élections. Oui, mais il avait le contrôle sur la situation. Excusez-moi une fois de plus de vous interrompre, mais ma question est toujours, et j'y reviens, est-ce que les rapports entre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, et Alassane Dramane Ouattara sont bons? Les rapports sont très bons. Je peux vous confirmer que les rapports sont très bons. Vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire, hein, je ne cache pas. Il y a un certain nombre de personnes qui sont... Comme qui, par exemple? Non, je ne dirai pas de nom. Mais je ne cite pas les contemporains. Mais je dis un certain nombre de personnes qui sont gênées de voir que les rapports entre le président Ouattara et le président Guillaume sont au beau fixe. De savoir que les deux se parlent, ils se communiquent, ils se donnent les informations, ils se consultent. Et ça gêne des gens. Je ne sais pas pourquoi, ils savent pourquoi, ils sont les seuls à savoir pourquoi. Alors c'est ceux-là qui pensent que ils peuvent donc, ils viennent trouver le président Guillaume, ils vont raconter leur vie, ils vont trouver le président Alassane, ils racontent leur vie. Ah, tu fais pas attention, le petit là, il veut prendre ta place, c'est ceci, cela. Qui fait ceux qui le font, laisse-moi terminer. Oui. Ceux qui le font croient qu'ils peuvent réussir. Mais je dis bien, dans mon propos liminaire, je vous ai dit, c'est parce que ces individus-là ne connaissent pas ces deux personnalités. S'ils savent qui ils sont, ils ne peuvent même pas s'amuser à ce jeu. Parce que les deux se retrouvent après et ils rient d'eux. Ils rient d'eux, ils disent, tu vois, tel est venu me dire ça. Quand ils se lèvent pour aller raconter leur vie, les deux se retrouvent après pour dire, voilà, c'est tel a dit ça, tel a dit ça, et puis ils en rient. Parce que personne ne peut rentrer entre eux. Deuxièmement, Guillaume Soro, le jour où Guillaume Soro voudra prendre le pouvoir, il le fera de façon démocratique. C'est un démocrate. C'est pas maintenant que je connais le président Guillaume. C'est depuis la FECI, depuis l'université. Oui. Depuis l'université. L'objectivité avec laquelle il a géré la fédération estudiantine. L'objectivité avec laquelle il a géré la rébellion. L'objectivité avec laquelle il a géré le gouvernement jusqu'à obtenir ces élections. Croyez-moi, c'est des centaines de nuits sans sommeil. Oui. Alors, moi, je lui fais confiance, je lui fais suffisamment confiance pour ne pas qu'il tombe dans les travers. Il ne peut pas, il n'ira jamais dans les travers. Il n'ira jamais dans les travers. Je peux vous citer aussi l'exemple. Oui. Dans le monde entier. Vous savez, quand les gens parlent, ils pensent que nous, on a honte de dire que Guillaume Soro a été le leader de la rébellion, mais non. Guillaume Soro a été bel et bien le leader des forces nouvelles. Mais remarquez, vous êtes à côté ici de certains pays que je ne vais pas citer. Il faut citer. Vous voyez, là, quand on dit la guerre, vous voyez ce qui se passe là-bas. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas. Tout ça, c'était dû à l'intelligence de ce monsieur. Qui a su canaliser la rébellion. Il a canalisé la rébellion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de faute. Mais la faute qu'il a commise, c'était laquelle? Non, je ne parle pas de lui-même, ses fautes. Je ne dis pas qu'une rébellion, ce n'est pas qu'un seul individu, c'est plusieurs personnes. Oui. Il peut avoir eu quelques ratés par endroit. Mais je vous dis, ça c'est rien du tout à côté de ce qui aurait pu arriver si ce monsieur n'était pas à la tête de cette rébellion. Comparez là simplement aux autres rébellions et vous verrez ce que c'était un monsieur dur, Guillaume Soro. Mais oui, c'est un homme caractériel, hein, ça je vous dis. Hein. Violent de temps en temps. Pas violent. Et pourquoi il a tué Ibé? Ah bon, vous me donnez une information. Non, je vous pose la question, pourquoi il a tué Ibé? C'est pas lui qui a tué Ibé. Qui a tué Ibé alors? Bon, mais je cherche la personne. Ça même, cette question, il faut la poser à la justice. Il doit mener ses enquêtes. C'est pas Guillaume Soro. C'est pas Guillaume Soro. Non. Est-ce que vous avez une fois vu Guillaume Soro? Non, je pose la question, parce que quand on a quelqu'un proche de Guillaume Soro devant nous, il faut qu'il nous dise quand même tout. Parce mais oui, je lis beaucoup de choses sur le net, j'ai lu beaucoup d'informations souvent dans les journaux. Vous connaissez Doumbia Major? Je le connais, on a fait la FECI ensemble. C'est votre ami? Bon, il n'a jamais été mon ami parce que on n'était pas dans le même cercle de décision. Ils étaient un peu nos chefs, nos supérieurs à la FECI. Je veux revenir, mon député, je m'excuse s'il vous plaît. Oui. Mais la question que je vais vous poser, c'est autrement. Un monsieur malade comme monsieur Alassane Dramane Ouattara... Il n'est pas malade, je vous dis. Il a subi une opération qui s'est bien déroulée. Et j'ai dit qu'on lui a donné quelques jours de convalescence. Et ces jours-là sont finis. Il va rentrer bientôt au pays triomphalement. Et on va danser le dombolo à Abidjan. À Abidjan. Donc, je l'ai déjà dit. Vous avez dit. Bon, maintenant vous voulez que je dise autre chose? Bon, maintenant, est-ce que chez vous, dans le RHDP, il y a une solidarité? Non, attendez qu'on réponde à une question que vous m'avez posée concernant Ibé. Oui, revenons, c'est ça. L'histoire retient
Oui. qu'il y a eu une élection démocratiquement organisée en Côte d'Ivoire. Un président a été élu, reconnu, dont les résultats ont été certifiés par la communauté internationale. Ce président s'appelle Alassane Dramane Ouattara, l'unique président pour l'instant en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il y en a deux. Voilà. Mais maintenant, oui, IB. Dans les tentatives de tenir tête à ce nouveau régime, Ibrahim Koulibaly a été confronté donc dans sa résistance à l'armée de Côte d'Ivoire qui avait pour mission de mettre de l'ordre dans ce pays. Et c'est à la suite de cela qu'il est décédé. Donc c'est voilà. En d'autres termes, voulant lui prendre les armes, si il y a eu des échanges contradictoires. Si je vous entends bien, ce n'est pas Guillaume Soro. Non. C'est le commandant en chef de l'armée ivoirienne. Non, je ne dis pas que c'est le commandant en chef. Je dis bien que les forces de l'ordre ont eu pour mission de sécuriser Abobo, de désarmer les éléments d'Ibrahim Koulibaly. Il y a eu de la résistance, il y a eu des échanges de tirs. Et c'est ce qui certainement a été fatal pour Ibrahim Koulibaly. Mais la question que les gens posent est que Ibrahim Koulibaly était proche d'Alassane Dramane Ouattara. Donc il ne pouvait même pas avoir de la clémence pour dire que, écoute, ce petit, on l'arrête et on ne le tue pas. On l'arrête comment? Donc, vous avez une arme, vous ne voulez pas déposer. Moi je dis, il faut déposer. Donc pour vous, vous et moi on fait des échanges. Il y a un qui va tomber? Non, donc pour vous, vous ne dialoguez pas, vous tuez seulement. Ben, qu'est-ce que vous en savez du dialogue qui a eu lieu entre Ibrahim et... Non, je pose la question. Bon, comme je n'en sais rien, moi je ne sais pas. À ce niveau-là, je ne maîtrise pas. Vous ne maîtrisez pas. Voilà ce que je sais. La version qui est officielle en attendant que la justice fasse la lumière sur les circonstances du décès d'Ibrahim. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un échange de tirs entre l'armée régulière, loyale au président Ouattara, loyale à l'État de Côte d'Ivoire, aux institutions de la République, face à un individu qui lui refusait de désarmer, alors qu'on avait besoin de normaliser la situation dans le pays. Il s'en est suivi donc une mort d'homme, c'est malheureusement Ibrahim Koulibaly qui s'en est allé. Alors moi, c'est à cette version que je m'en tiens, mais qui l'a tué, ça je refuse. Maintenant, c'est ceux qui disent que c'est Guillaume Soro. Oh, ils ont un autre problème à régler avec Guillaume Soro. Quand on le verra venir, bon, nous autres, on va répliquer. Mais pour le moment, c'est pas sur ce terrain. Hein? Bon, Doumbia Major connaît bien Guillaume Soro, il le connaît. Oui, Doumbia Major. C'est pas ce genre de personne, c'est pas ce sanguinaire. Il n'est pas ce genre de personne. Non, il n'a pas dit cela. Bon, voilà. Je veux dire ce qu'il a dit. Il a dit que M. Alassane Dramane Ouattara théâtralise sa maladie. C'est vrai ou faux? Écoutez, il y a un adage ivoirien qui dit, quand on veut devenir grand, on se compare au baobab. Doumbia Major n'atteint pas la cheville du président Alassane, il n'atteint même pas la cheville du président Guillaume. Mais alors, quand il parle, voyez-vous, il vous a eu parce qu'il a parlé, quand il parle comme ça du président Alassane, ça vous intéresse, vous récupérez. Il vient un effet médiatique et vous êtes tombé dans le piège. Sinon, lui-même, il sait. Bon, il sait. Est-ce qu'il peut regarder le président Alassane Ouattara face à face et puis lui parler? Pourquoi se fait-il que vous avez cet art de diviser les autres, affaiblir les autres? L'art de diviser qui? Votre partenaire, vous avez dit tout à l'heure que entre Konan Bédié et son petit frère Alassane Ouattara, c'est peace and love, c'est comme ça en Woodstock, c'est les joints et tout comme ça. Mais qui est en train de diviser? Là, que le président Bédié a aujourd'hui, pour Africains que nous sommes, on a besoin de l'emmerder. Il est tranquille. Mais qui a financé Alphonse Dédé Madi pour encourager Alphonse Dédé Madi contre... Je peux vous donner l'adresse d'Alphonse Dédé Madi, vous allez lui poser la question. Non, je vous pose la question. Non. Quand on a quelqu'un comme vous, il faut nous dire tout un peu. Non, je ne suis pas... J'ai quel moyen de financer la campagne de quelqu'un? Non, peut-être pas vous, peut-être le RDR, ils seront contents de voir que le PDCI devient miette. Ah bon? Nous, on a intérêt à ce que le PDCI s'entende. Parce qu'il a bien fallu que le PDCI nous soutienne pour que le président Alassane Ouattara soit là où il est aujourd'hui. Nous, on n'a aucun intérêt à les voir divisés. Au contraire, on lutte pour les rapprocher. Les députés PDCI qui sont du groupe parlementaire du PDCI, moi j'en parle avec eux chaque fois. Je leur dis, vous avez intérêt à vous entendre. Entendez-vous pour qu'on s'entende. Quand on s'entend, ça va donner la paix durablement à ce pays. Vous avez vu, que ce soit le PDCI ou le RDR, vous étiez tous au PDCI à l'époque. Parce qu'on ne s'est pas entendu. Un Kidam est sorti, il est venu prendre le pouvoir dans nos mains. Aujourd'hui, on a intérêt à s'entendre. Maintenant, si chacun de nous pense de la position où nous sommes actuellement, qu'il est assez fort pour aller seul, l'autre va aviser, mais je ne trouve pas ça prudent pour l'instant.
Et de toute façon, ce n'est même pas ça la position du président Bédié, ce n'est pas ça la position du PDCI. Le PDCI estime aujourd'hui qu'il faut aller avec une candidature unique. Et je vous le dis, ceux qui pensent que Guillaume Soro et Alassane ne s'entendent pas, Guillaume Soro même sera le directeur de campagne du président Alassane Ouattara en 2015. Je peux vous le prédire. On espère. Si ça change, je n'aurai aucune honte à dire les circonstances qui ont fait que ça a changé. Mais pour l'instant, je vous le dis, il n'y a pas mieux placé que Guillaume Soro pour être aujourd'hui le directeur de campagne du président Alassane Ouattara en 2015. Bon, maintenant, je pense que dans le RHDP, le RDR, vous tremblez beaucoup maintenant. Parce que votre grand mentor, Blaise Compaoré, est en difficulté. Non, pourquoi? Mais c'est sans Blaise Compaoré. Pourquoi il est notre mentor? Mais ce n'est pas eux qui vous ont donné les armes pour faire la guerre contre... Bon? Mais vous dites des choses graves. Mais je vous pose la question. C'est le président Blaise qui nous a donné les armes? C'est qui? Comment vous avez eu... C'est le président Blaise qui cassait les pieds de Ouattara à Abidjan? C'est le président Blaise qui a arraché les dents de Chérif Ousmane vivant? C'est le président Blaise qui a éliminé la grenade? C'est le président Blaise qui a fait tuer plein de jeunes militaires dans l'armée parce qu'ils s'appelaient Ouattara ou chose proche du président Alassane? C'est le président Blaise qui... Écoutez, soyons sérieux. Ne m'emmenez pas, nous sommes à l'heure de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ne m'emmenez pas. Ce que je cite, je ne citerai même pas les morts. Non. C'est le président Blaise qui a fait le charnier de Yopougon. Écoutez, rappelons-nous de toutes ces choses-là. Non, le charnier de Yopougon, tout ça, on le sait. Alors, mais est-ce que vous voulez refuser ici que attendez. Le Burkina Faso ne vous a pas aidé, les forces nouvelles, vous, pour que vous veniez prendre le pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens au Congo ici? Il y a les Ivoiriens au Congo. S'ils ne sont pas à l'aise dans leur pays et qu'ils courent pour venir se cacher chez vous, vous acceptez ou vous n'acceptez pas? On accepte. Alors, mais on ne va pas les armer pour aller faire... Attendez. Parce que c'est sérieux, là. Quand vous parlez de Blaise, il s'agit d'un tuteur qui nous a accordé son hospitalité. Vous n'aimez pas qu'on parle de Blaise, pourquoi? Non. Parce que quand vous parlez de Blaise... Vous parlez bien de lui, mais pas en mal. Parce que vous dites qu'il nous a donné les armes. C'est pas Blaise Compaoré qui a organisé, qui a orchestré tout ce qui s'est passé à Abidjan. Non, j'ai dit... Le seul crime, écoutez-moi bien. Les forces nouvelles. Le seul crime de Blaise Compaoré, dans la crise ivoirienne, c'est d'avoir accordé l'hospitalité à des Ivoiriens qui ne savaient pas où aller. Mais vous savez... On peut aller au Burkina sans être coincé par cette affaire de visa et autres. C'est le seul pays où on pouvait aller. Non, c'est bien. C'est un exemple du panafricanisme, de solidarité africaine. Il faut le saluer. Non. Maintenant, quand vous me dites qu'il est en difficulté, nous on est mal à l'aise. Non, mais il n'est pas en difficulté. Mais pourquoi se fait-il que Alassane Dramane Ouattara a dépêché un émissaire pour aller là-bas quand il y a eu scission dans son parti politique? Parce qu'il a vu que la base était en danger, non? Vous croyez qu'on n'a pas suffisamment de monnaie à remettre au président Blaise? Quand il s'est battu de cette façon pour la crise ivoirienne, quand à un moment donné, on a eu l'impression qu'il a oublié le Burkina et qu'il avait besoin que la paix revienne en Côte d'Ivoire, parce qu'il savait que la paix en Côte d'Ivoire allait rejaillir positivement sur le Burkina Faso. Vous pensez qu'il n'est pas temps pour nous de lui rendre cette monnaie? Quand il réussit à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, aujourd'hui nous sommes en paix, nous sommes en train de vivre en paix, nous sommes en train de mettre la crise derrière nous, nous sommes en train de régler quelques petits foyers d'incompréhension. Et au même moment, une crise pareille pointe le nez au Burkina. Vous ne voulez pas que nous, là, on se lève pour aller dire au Burkina, mais attention, c'est ce qui nous est arrivé. Voilà comment on est parti pour arriver là. Alors, écoutez. Ah, donc ce n'est pas la peur que votre menteur est en danger? Non. Ah, ce n'est pas ça. Notre peur, on n'a pas peur de ça. C'est pas que le menteur n'est même pas en danger. Le menteur a des contradictions. Il y a des contradictions dans la vie. Vous reconnaissez quand même que c'est votre mentor? Non, pas qu'il est mentor, c'est le voisin. Ah bon? Blaise Compaoré est le frère voisin. Mais c'est un voisin qui est nuisible. Le président Compaoré, ça dit, j'aime pas trop qu'on joue avec lui parce que ce monsieur est d'une hospitalité légendaire que la nation tout entière au Libéria et toute l'Afrique doit reconnaître. Le Libéria et la Sierra Leone, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Ivoirien qui a écrit, Amadou Kourouma, vous le connaissez bien, il est décédé personnellement. Oui. Dans Allah n'est pas obligé, il a dit, le financier de toutes les rébellions en Libéria, en Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui ai dit, c'est Blaise Compaoré, donc c'est un pyromane pompier. Vrai ou faux? Bien. Ça, c'est Amadou, malheureusement, il est mort. C'est écrit dans le livre. Oui, mais c'est pas forcément parce que c'est écrit. Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que tout le monde croit à la Bible? Est-ce que tout le monde croit au Coran? Pourtant, c'est la version de Dieu. Excusez-moi. Quand les musulmans vous disent que l'islam, c'est la parole la plus qu'on ne peut pas démonter, la Bible vous dit que c'est la parole de Dieu.
Mais il y en a pourtant qui ne croient pas à la Bible. Il y en a qui ne croient pas à l'islam, au Coran. Pourquoi voulez-vous que je croie à ce que Amadou Kourma a écrit de ses plumes? Il est homme comme moi. C'est son opinion, je lui concède ça. C'est là. C'est une la fiction. liberté. Oui, non, il est libre de dire ce qu'il dit. Mais moi, mon point de vue, en ce qui concerne le président Blaise Compaoré, peut-être qu'il est un pyromane pour les autres, mais pour moi, il est un sauveur. Parce qu'il est venu nous aider à rétablir la paix dans notre pays. Il nous a aidés. N'oubliez pas que la crise ivoirienne s'est réglée. L'accord qui a réglé la question ivoirienne, la question de la crise ivoirienne, s'appelle l'accord de Ouagadougou, présidé par le président Blaise Compaoré. D'autres gens, dites-moi d'autres gens disent cet accord de Ouagadougou 2, si je ne me trompe pas, c'est ça qui a tué Gbagbo. C'est vrai ou faux? Gbagbo n'est pas encore mort, il est en prison. Politiquement? Gbagbo n'est pas encore mort politiquement, le FPI existe. Ah bon? Mais cet accord ne l'a pas tué. Cet accord l'a aidé à sortir de cette crise. N'est-ce pas? Parce que vous pensez que le président Gbagbo était heureux de voir ses parents ivoiriens dans cette circonstance-là? Un pays divisé, des Ivoiriens qui se regardent en chien de faïence. Vous pensez qu'il était content? Je vais vous poser une autre question. Ce que les FPI disent, ils se plaignent que le retour au pays, comme vous dites très bien, c'est bien, mais leurs biens ont été repris, donc ils ont peur, d'autres gens ils vont venir, ils vont habiter. Pourquoi vous ne remettez pas les biens des gens que vous avez pris, les barons du FPI? Quel baron du FPI qui a son bien pris? Il y en a beaucoup. C'est M. Afin Guessan lui-même qui le dit que non, oui. Il raconte. Afin Guessan parle. Ah, il parle beaucoup. Et lui parle seulement. Il parle. Ah. J'ai du respect pour lui, mais c'est même bien. Quand le spectacle désolant s'est offert à Abidjan, avec les milices partout venant des pays étrangers, alors, qui avait les milices venant des pays étrangers? C'est le FPI qui a fait venir ces miliciens à Abidjan. C'est comme vous, si vous avez les Burkinabés. Nous, on n'avait pas de miliciens, nous, on avait une rébellion. Vous n'avez pas de Burkinabés qui vous aidaient? Non, jamais. Vous en connaissez? Moi, j'ai jamais vu. Dites-moi le nom d'un seul chef de guerre qui n'était pas ivoirien. Tous nos chefs étaient des Ivoiriens. Alors, moi, je peux vous dire une chose. Quand le spectacle désolant a été sémé à Abidjan, et que l'armée nationale a pris le dessus sur la milice, et que ces dirigeants du FPI ont fui d'Abidjan, il fallait bien qu'on sécurise chez eux. Il fallait bien qu'on sécurise chez eux parce qu'on savait que la crise allait finir un jour et qu'on allait leur dire de revenir au pays. Mais croyez-moi, si on n'était pas là-bas, parce qu'ils ont fait incendier les maisons des autres à Abidjan. Et quand ils sont sortis, les autres étaient en droit de dire aussi on va les brûler chez eux. Alors, mais on a eu le mérite de conserver leur maison, de mettre des éléments là-bas pour sécuriser la maison. Mais dès qu'ils sont prêts à revenir, ils regagnent leur maison. Donc, est-ce que c'est des titres fonciers qu'on a donnés à ces occupants-là? Qui a changé les papiers de ces maisons? Le ministre Sanogo Mamadou vous a dit, de la construction, vous a dit qu'il a donné des titres aux occupants actuels. Et il y en a même où? Et on a combien? Autre problème épineux, c'est le problème agraire et foncière en Côte d'Ivoire. Oui. Où en êtes-vous? On a voté une loi là-dessus. La question de la loi foncière, je vais vous dire une chose. Le président Laurent Gbagbo était à l'époque, en 1998, député à l'Assemblée nationale. Il y a une loi qui a été votée sur comment on appelle, la propriété foncière en Côte d'Ivoire. Et cette loi, qui a été renouvelée, je crois, en 1992, disait que 10 ans après, elle donnait la possibilité aux Ivoiriens de faire reconnaître les droits coutumiers et autres sur les terres ivoiriennes. Après la crise, on constate qu'il y a encore 23 millions d'hectares sans propriétaire, non immatriculés. Et ces personnes-là ne sont pas venues faire valoir leurs droits coutumiers. Donc, le président Ouattara, si on s'en tenait à cette loi qui a été votée à l'époque, ça veut dire que ces 23 millions rentraient dans la propriété de l'État. Ces 23 millions tombaient dans les propriétés de l'État. Le président Ouattara qui estime que ça ce serait trop une grande faute, et que, en raison des différentes crises qu'on a traversées, peut-être que la loi n'a pas été suffisamment diffusée, peut-être que le coût était trop élevé, il estime qu'il faut redéfinir et donner encore 10 ans à nouveau aux Ivoiriens pour faire valoir leurs droits sur ces parties. Alors, et puis, de réétudier le coût et de permettre à nous, les députés, de suffisamment divulguer cette loi, de mieux l'expliquer pour que chacun aille faire valoir son droit. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est à saluer parce que certains députés avaient même dit non, c'est pas la peine parce qu'elle est à la base de la crise ivoirienne. Donc, nous, on pense que le président a bien réfléchi et on a voté la loi.
Et actuellement, les Ivoiriens, donc, qui ont des droits à faire valoir, ils peuvent le faire. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que cette loi va permettre que beaucoup des étrangers, en l'occurrence des Burkinabés, deviennent Ivoiriens? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, un étranger ne peut pas être propriétaire de terre en Côte d'Ivoire. Pour être propriétaire de terre, il faut être ivoirien. Donc, c'est ce que la loi dit, la loi que moi j'ai votée. Donc, la loi que vous avez votée. Bien sûr. Et maintenant, vous pensez que les conditionnalités que pose le FPI pour participer aux élections, je pense là, est-ce que c'est seulement de par l'autre ou de la parole que M. Safingue s'en fait? Est-ce que c'est fondé? Mais écoute, c'est un dialogue. C'est un parti politique, le FPI. Il pose les conditions. Il discute avec le gouvernement. Ce qui est faisable, on le fait. Ce qui n'est pas faisable, le gouvernement ne le fera pas. C'est tout. Donc, le jour où il viendra avec des préoccupations qu'on peut régler, on va régler. Mais si on ne peut pas régler, écoutez, le gouvernement est assez responsable. Ils lui diront, monsieur le président du FPI, on ne peut pas régler ça. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et je vais vous poser une question, on va aller vers la fin. Vous nous avez parlé de comment la Côte d'Ivoire est en train de se remettre sur les rails. Si vous aviez un conseil à adresser à la jeunesse congolaise ou dans la sous-région de l'Afrique centrale, hein, parce que le Congo c'est quand même un pays pivot de la sous-région de l'Afrique centrale, la sous-région de la CEMAC, quel est le conseil que vous pouviez les donner? Ce que je voulais leur dire, c'est que le jeune député que je suis, j'ai traversé la zone de turbulence. J'ai vu le lion courir. Je sais ce que c'est que la crise. Il faut préserver cette paix que vous avez chez vous ici. Et je l'ai dit aussi aux jeunes Congolais. Et ça, c'est de la part du président Guillaume. Il a dit, on peut construire ce pays, on peut apporter sa pierre à l'édifice, sans forcément balancer les muscles. C'est avec les idées qu'on construit. C'est avec les idées, c'est avec la force des idées, des arguments. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais tend cette perche à la jeunesse. Et je pense que la jeunesse de saisir et de pouvoir passer par ce canal pour s'expliquer, pour poser ses problèmes. Mais il ne faut pas rêver que tous les problèmes qu'on pose seront réglés tous et en même temps. Ce n'est pas possible. Il y en a d'autres qu'on peut régler immédiatement. Il y en a qu'on va régler à moyen terme. Il y en a qu'on va régler à long terme. Il y en a qu'on ne peut pas du tout régler. Ça, c'est clair. Leur droit, c'est des aspirations. Le droit aussi de réaliser appartient au gouvernement en fonction des moyens qu'ils ont. Puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils ont sous la main. Monsieur Aboubakar, c'est un honneur de vous recevoir ici, sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Et Dieu bénisse le Congo. Merci.